Le 2 octobre 2006, Charlène Corley et Darlene Wooten, deux sœurs jumelles, roulent chacune dans leur voiture en direction d'un de leurs chalets au bord de l'eau. Darlene est paniquée, affolée, et sur le siège passager à côté d'elle se trouve une arme à feu qu'elle a empruntée à son fils. Ce soir-là, une balle retentira au chalet et l'une d'elles perdra la vie. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne Les Jumelles Méli-Mélo. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire de deux jumelles, Charlène et Darlene, qui ont grandi modestement. C'était des filles modèles, droites, studieuses, mais qui ont vite plongé dans l'univers de la jalousie, de l'envie et de la luxure. Leur envie d'en avoir plus, toujours plus vite, les a rongées jusqu'à ce qu'elles atteignent le point de non-retour. Le 2 octobre 2006, en après-midi, Darlene est seule au bureau. Des inspecteurs viennent lui rendre visite pour lui poser des questions sur des nombreuses factures concernant sa compagnie à elle et à sa sœur jumelle Charlène. Darlene est paniquée. Charlène est meilleure qu'elle dans ce genre de situation, mais elle n'est pas là et elle doit se débrouiller sans elle. La seule solution qu'elle trouve, c'est de demander aux agents de revenir le lendemain pour pouvoir faire de l'ordre dans ses documents. Ce qu'ils acceptent. Darlene, après le départ des enquêteurs, va se mettre à penser très vite. Elle sait qu'elles sont coincées et qu'il n'y a pas d'issue possible. Il est hors de question pour elle d'avouer et de tomber. Elle élabore donc son plan sans parler à sa sœur. Charlène et Darlene Schuller ont pourtant toujours été très proches. Elles ont grandi dans une famille modeste en Caroline du Sud, à Lexington. Leur père, Beau Schuller, possède une entreprise de plomberie et est très religieux, tout comme leur mère Stella. La petite famille va tous les dimanches à l'église et les jumelles chantent même dans la chorale. Ce n'est qu'à l'adolescence que les jumelles vont se différencier plus l'une de l'autre. Charlène est plus studieuse, elle a souvent le nez dans ses livres, alors que Darlene, elle, aime plus sortir avec des amis et est plus extravertie. Jusque-là, tout va bien, les jumelles graduent de leur secondaire et se dirigent vers l'université. Charlène choisit d'étudier en psychologie et Darlene en enseignement primaire. C'est en 1978, alors qu'elles font leur entrée dans une université prestigieuse, que leur beau petit monde va être chamboulé, car là-bas, elles se retrouvent entourées de jeunes filles et de jeunes garçons plus riches qu'elles. Ils ont tous de beaux habits, de beaux bijoux et paraissent bien dans leur peau. Charlène et Darlene se sentent mises à part et commencent à ressentir le désir d'appartenir à ce groupe-là, à cette classe de la société. Et elles réussiront assez vite. En 1983, Darlene enseigne à une classe de troisième année du primaire. Charlène, elle, se trouve un emploi au South Carolina Budget and Control Board. On ne sait pas vraiment quel poste elle occupe là-bas, mais elle y rencontre Wayne Curley. C'est un homme très riche et de bonne réputation, dont la famille aurait même aidé à construire la ville de Lexington. Très vite, ils se marient et Charlène atteint enfin le statut social dont elle a toujours rêvé. Mais en ville, on dit qu'elle n'a pas épousé Wayne par amour, mais pour son pouvoir et son notoriété. Darlene, voyant le succès de sa jumelle, veut elle aussi atteindre cette vie de rêve et épouse rapidement Lee Wooten, un homme d'affaires, un directeur de la vente de matériaux de construction. Vous l'aurez deviné, il est aussi très riche. Les jumelles sont alors heureuses, elles portent de beaux vêtements, des bijoux valant très cher et elles se pavanent dans les meilleures fêtes de la ville. Elles ont des enfants, elles semblent avoir une vie de star, mais très vite, ça devient pas assez pour elles. Elles en veulent beaucoup plus. Charlène a donc l'idée de se lancer en affaires avec sa sœur Darlene. Elle ne veut plus ni l'une ni l'autre dépendre de leur mari et veulent se prouver qu'elles peuvent devenir importantes par elles-mêmes.
Leur compagnie C&D Distributor voit alors le jour en 1991 et se spécialise à la distribution de petits matériaux de construction, d'accessoires de plomberie et d'équipements électroniques. Comme toutes les entreprises, elles commencent petit mais espèrent grandir vite. Elles réussissent à faire quelques profits dans les premières années, mais tout ça ne va pas assez vite pour elles. 2 ans plus tard, en 1993, elles se font offrir vraiment une belle opportunité d'affaires. Une de leurs amies qui travaille pour le gouvernement leur raconte à quel point il est facile de devenir fournisseur en ligne pour le service militaire. Elles peuvent donc continuer à vendre des vis, des clous, des écrous, mais tout ça pour le gouvernement. Et ça, c'est qu'elles vont faire. Elles vont travailler maintenant à temps plein pour leur compagnie C&D Distributor en tant qu'entrepreneuses pour le département de la défense américaine. Mais encore là, leurs revenus ne sont pas assez élevés pour elles. Elles ne font pas assez de profit pour être heureuses. Elles ont alors l'idée d'acheter 2 acres de terrain à Lexington, là où elles habitent, 2 acres de terrain qu'elles vont ensuite louer à une importante compagnie d'électroménager. Et tenez-vous bien, car cette même compagnie d'électroménager va les engager, elles, pour faire les livraisons à leurs clients. Et c'est comme ça qu'est née la deuxième partie de leur compagnie, C&D Deliveries, C&D Livraison. Et cette partie de la compagnie fonctionne très bien. Elle livre même jusqu'à 1000 appareils par jour et c'est vraiment rentable. Mais les jumelles ne savent plus vraiment quoi faire pour ce qui est du matériel militaire. Mais c'est une simple erreur sur une facture qui va leur apporter toutes les réponses. En 1997, alors qu'elles finissent leur journée de travail, Darlene et Charlene, on ne sait plus lequel des deux, fait une énorme erreur sur une facture. Elle inscrit 5 000 $ en frais de livraison et ni elle ni sa jumelle ne s'en aperçoit avant que le document ne soit envoyé. Elles s'aperçoivent de l'erreur seulement quelques jours plus tard quand un chèque d'une valeur de 5 000 $ est déposé dans leur compte bancaire. Elles ne savent pas quoi faire et décident que la meilleure chose à faire, c'est de rembourser. Elles écrivent une lettre expliquant la situation et glissent un chèque de remboursement dans l'enveloppe. Elles ont fait la bonne chose et c'est ce que tout le monde devrait faire, mais bientôt le doute les ronge et elles vont rentrer dans un cercle vicieux. Elles ont toujours voulu plus d'argent, elles travaillent si fort pour leur compagnie, elles ont toujours été honnêtes, la tentation est trop forte. Elles se disent qu'elles méritent cet argent, que cette erreur n'est pas arrivée pour rien. On les a remboursées sans se poser de questions, pourquoi ne pas recommencer? Et si jamais on s'en aperçoit, elles diront que c'est une erreur et elles rembourseront à nouveau. Sur leur prochaine facture, elles inscrivent donc 1 000 $ en frais de livraison pour de simples matériaux de construction, ce qui est un peu moins que la première fois, mais elles préfèrent ne pas trop exagérer pour commencer. Et surprise, on les rembourse. Un chèque de 1 000 $ est déposé dans leur acompte dans les jours qui suivent sans qu'on leur pose la moindre question. En fait, le système est informatisé. Ce n'est pas une personne physique qui fait les vérifications. Et comme vous l'avez sans doute deviné, les jumelles ne se contenteront bientôt plus de simples 1 000 $. Il en faudra beaucoup plus pour combler leur envie de luxe sans cesse grandissant. Au fil des ans, ce sera 50 000 puis 100 000 $. Les jumelles ne savent plus quand s'arrêter. En août 2000, elles vont inscrire 500 000 $ sur une facture et vont recevoir quelques temps plus tard un avertissement. Paniquées, elles utilisent la même solution qu'elles avaient déjà utilisée. Elles remboursent les 500 000 et tout semble rentrer encore une fois dans l'ordre. Toute personne censée aurait vu un danger dans cet avertissement, pas les jumelles Scholler. Elles continuent leur manège. Maintenant, souvenez-vous, en septembre 2001, il y a eu les attentats à New York et les Américains sont rentrés en guerre à la fois avec l'Afghanistan et l'Irak. L'activité militaire a donc doublé cette année-là. Les entrepreneurs du gouvernement ont donc été avisés d'augmenter leur approvisionnement en matériaux.
Donc, à ce qu'on a compris, c'est que tout devait aller très vite dans ce temps-là et tout était aussi remboursé très vite. Il n'y a personne qui vérifiait, donc si une facture s'élevait, par exemple, à 500 000 $ pour quelques vis ou quelques clous, elles étaient immédiatement remboursées sans que personne ne fasse de vérification. Et les jumelles vont largement profiter de ce système pour renflouer leurs coffres. Pour elles, ces guerres étaient des occasions en or pour s'enrichir sur le dos des citoyens américains qui subventionnaient ces combats de leurs taxes et aussi sur le dos des soldats américains en guerre. Pour se protéger, Darlene et Charlene vont faire deux choses. De un, elles vont créer deux compagnies, Industrial Building Materials et United Tech. Ces deux compagnies servent à blanchir l'argent qu'elles font comme entrepreneurs de matériaux ou gouvernement et se résument à un nom, une boîte postale et un compte bancaire. Et de deux, elles vont donner beaucoup d'argent à des œuvres de charité pour faire bonne figure et s'attirer la sympathie des gens qu'elles veulent au final. Alors que le monde est en guerre, elles vivent la belle vie. Elles s'achètent des maisons sur la plage, des voitures de luxe, des bijoux hors de prix, partent en voyage avec leur famille, etc. Elles s'achètent même ensemble un box complet à leur stade de football pour une valeur de 250 000 $. En faisant ça, elles voulaient prouver à tous ceux qui les avaient nargués dans leur passé qu'elles avaient réussi, car d'où elles viennent, posséder un box montre un certain statut. Et ce statut, elles voulaient que tout le monde sache qu'elles l'avaient. Mais tout ce beau petit château de cartes qu'elles se sont construits est sur le point de s'écrouler. Il paraît qu'en 2005, elles auraient eu assez d'argent pour tout arrêter et vivre confortablement le reste de leur vie. Mais évidemment, les jumelles ne vont pas s'arrêter là. Elles se croient vraiment invincibles à ce temps-là et rien ne peut stopper leur envie de luxe. Elles sont convaincues qu'elles ne se feront jamais prendre, mais elles vont baisser leur garde. Elles vont commettre une erreur qui leur sera fatale. En 2006, sur une facture comprenant 2 rondelles en métal, 2 washers en anglais, elles vont facturer, écoutez bien, 998 789 $ en frais de livraison. Et sur une autre facture, pour ces deux mêmes matériaux, elles vont facturer 960 000 $ en frais de livraison. Il y a donc 2 factures pour les deux mêmes matériaux, dont seul le montant de livraison diffère, et cela ne passera pas inaperçu. Les services d'enquête criminelle de la Défense lancent une sérieuse enquête sur C&D Distributors et les jumelles sont contactées par téléphone pour s'expliquer. On leur laisse un message sur leur répondeur, mais ni Charlene ni Darlene ne retournent l'appel. Le 28 septembre 2006, les jumelles reçoivent donc 34 lettres certifiées du gouvernement leur demandant un remboursement de 20 millions de dollars. Charlene et Darlene sont convaincues que tout est fini car elles n'ont évidemment plus les 20 millions en poche. Alors elles optent pour la seule option qu'elles connaissent et signent un chèque au gouvernement de 4,5 millions de dollars en pensant que cela montrerait leur bonne foi et leur éviterait d'aller en cours. Mais on ne leur accorde aucune pitié. Une énorme enquête est en cours et on découvre que sur une période de 9 ans, les jumelles ont produit 499 factures pour un coût d'envoi de 72 millions. Le département de la Défense aurait payé 112 des 499 factures et un total de 21 millions de dollars leur a été versé. C'est énorme et c'est impossible de fermer les yeux là-dessus. C'est pourquoi, le fameux 2 octobre 2006, des enquêteurs sont amenés à questionner Darlene au sujet de ces factures. Ils veulent des explications. Darlene va négocier plus de temps et après le départ des enquêteurs, elle va réfléchir et décider de son plan. Elle s'assoit et se met à écrire. Les inspecteurs vont essayer de la contacter plus tard en soirée pour s'assurer qu'elle va bien, mais comme ils ne réussiront pas à la joindre, ils vont téléphoner à Charlene, qui elle va ensuite téléphoner à la famille de sa sœur. Charlene va alors apprendre que sa jumelle a demandé à emprunter une arme à feu à son fils. Paniquée, elle va se mettre en route. Elle se dirige instinctivement vers la maison sur la plage de Darlene parce qu'elle est convaincue que c'est là que se rend sa jumelle.
Lorsqu'elle arrive au chalet, elle constate effectivement que la voiture de sa sœur est stationnée devant. Charlène va aller cogner, elle va sonner, mais personne ne va lui répondre. Elle va avoir l'idée de contourner le bâtiment et de se faufiler à l'intérieur par une fenêtre. Et ce qu'elle va découvrir à l'intérieur est vraiment horrible. Darlene est étendue au sol dans une mare de sang, inanimée, et tout près d'elle se trouve l'arme à feu. Elle avait 46 ans. Charlène va alors se retrouver toute seule pour la première fois dans sa vie et devoir répondre des accusations. Une enquête sera bien sûr ouverte sur la mort de Darlene, mais sera fermée très rapidement pour cause de suicide. Les lettres que Darlene avait écrites dans l'après-midi précédant sa mort vont arriver au moment de son enterrement à peu près. Dans sa lettre à Charlène, Darlene demande de dire à sa famille qu'elle avait posé son geste parce qu'elle avait découvert qu'elle avait un cancer en phase terminale. Encore là, Darlene préfère mentir que de dire la vérité. Mais Charlène va faire encore bien pire. Pour sauver sa peau, elle ne voit qu'une solution, ternir la réputation de sa jumelle qu'elle vient tout juste de mettre en terre. Elle met tout sur le dos de Darlene. Elle n'était coupable de rien, c'était sa sœur qui s'occupait de cette partie du business. Elle n'avait rien à voir avec cette histoire. En s'enlevant la vie, Darlene avait offert à sa sœur une immense porte de sortie. Mais les enquêteurs ne croient pas cette histoire. Et Charlène aurait peut-être pu avoir une chance de s'en sortir, car mystérieusement, environ 3 semaines après la mort de Darlene, un feu s'est accidentellement déclenché dans l'immeuble où les jumelles travaillaient. Et de nombreux documents importants à l'enquête ont bien sûr été touchés dans l'incendie, mais heureusement pour les policiers, après en avoir cherché quelques-uns, car ils ont été inondés d'eau par les pompiers, ils ont eu assez de preuves de factures de papier et tout autre document avec la signature de Charlène. Il n'y a plus rien à faire, Charlène doit maintenant faire face à la justice. Charlène plaide coupable à 2 chefs d'accusation, blanchiment d'argent et fraude. Plusieurs personnes viennent témoigner de sa grandeur d'âme, du fait qu'elle a donné beaucoup d'argent à la charité et que c'est une bonne personne, mais rien de tout ça n'atteint la juge. Les biens de Charlène seront saisis, mais pas tout de suite, ce qui choquera la population. Une liste de ses biens est d'ailleurs rédigée et comprend 6 propriétés, 4 maisons de plage, 10 voitures dont une BMW, une Lexus et une Mercedes-Benz, des bijoux, 5 commerces dont un magasin de biscuits et bien sûr sa loge de luxe de 250 000 $ au stade de football. Il paraît que la liste de ses biens s'étendait à 10 pages sans interligne. Charlène reste libre jusqu'à son audience qui déterminera sa peine et qui aura lieu que 2 ans plus tard, en 2009. En 2009, on conclut que ce crime est un crime contre l'Amérique et Charlène est enfin condamnée à 6 ans et demi de prison. Charlène doit aussi rembourser la somme de 15,5 millions de dollars. Elle a été libérée le 7 février 2015. Nous n'avons pas pu trouver beaucoup d'informations sur Charlène depuis sa sortie de prison. Il y a quand même une page LinkedIn qui présente une certaine Charlène habitant à Lexington et qui serait assistante administrative pour un centre de chirurgie plastique. Ça concorderait. Bref, si vous trouvez une quelconque information, partagez-la nous en commentaire parce que ça nous intrigue quand même de savoir ce qu'elle est devenue. Nous avons trouvé sa page Facebook, mais sa dernière publication date de 2017. Elle semble plus active sur Instagram, mais bon, aux dernières nouvelles, elle serait toujours avec son mari Wayne Curley. C'est la fin de cette histoire. On vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Et c'est vraiment dommage car c'est une histoire qui aurait pu bien se terminer, mais qui a été gâchée par la jalousie, l'envie et la luxure. La preuve que parfois, il faut se contenter de ce qu'on a et pas toujours en vouloir plus. En tout cas, n'hésitez pas à nous écrire un commentaire sous la vidéo ou de nous lancer simplement un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, bien, portez-vous bien et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!